Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Léonore Monconduit, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts et personnalité montante de l'écologie politique à Poitiers. Bonjour. Bonjour. Nous parlerons bien sûr des municipales en cours de cette émission ainsi que la stratégie adoptée ou plutôt des stratégies adoptées par votre formation politique en ce qui concerne les alliances avec les autres partis politiques. Il sera également question de la politique régionale et du rapport de force entre les écologistes et Alain Rousset. Mais je propose de commencer en rappelant un peu brièvement votre parcours. Vous êtes une Pictavienne de 29 ans, diplômée de Sciences Po Paris. Votre engagement politique remonte à 2012 avec la candidature d'Eva Joly au présidentiel. Est-ce que vous avez toujours été attirée par l'écologie politique ou est-ce qu'il y a une autre famille de pensée auparavant ? J'ai toujours eu une sensibilité écologiste assez prononcée. Pour autant, l'origine de mon engagement, c'est l'engagement associatif, notamment au sein de l'éducation populaire. Et c'est ensuite, dans un second temps, notamment dans une suite logique, selon moi, à ce parcours associatif, que j'ai souhaité m'engager au sein de l'écologie politique. Alors, Europe Écologie Les Verts est arrivé, on le sait, à la 3e place à l'issue des européennes de juin dernier. Première force de gauche du scrutin. Alors, est-ce que l'euphorie est un peu retombée ou est-ce que vous pensez faire aussi bien, voire mieux dans les mois à venir ? Aujourd'hui, on est conscient de la responsabilité qui est la nôtre, surtout puisqu'on a le constat de la situation climatique catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. Je pense à conduire les électeurs à faire un choix de raison. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de convaincre les électeurs que ce choix de raison peut aussi être un choix d'enthousiasme pour choisir une proposition politique porteuse d'espoir, porteuse de solutions constructives. Y compris au niveau local, on va en parler bien sûr à la fin de l'émission sur la municipale. Alors ce dimanche a lieu la manifestation contre l'islamophobie. Est-ce que vous y participerez ? Alors, je n'y participerai pas à titre personnel parce que j'ai pris d'autres engagements par ailleurs, mais pour autant, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'y associer sans aucune hésitation parce qu'il est plus urgent que jamais de lutter contre toute forme de discrimination. Et aujourd'hui, le débat lié à l'islamophobie est un débat qui est entretenu par un discours d'État qui est complètement nauséabond, qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à rappeler que nous tenons bon sur les valeurs d'humanisme, d'égale dignité de tous les êtres humains, et que les discriminations ne sont pas acceptables dans un contexte social violent. Vous avez signé, vous, la pétition qui parle de loi liberticide sur les musulmans français, pour les musulmans français ? On ne me l'a pas proposé, donc je ne l'ai pas signé, mais pour autant, la semaine dernière, il y a 2 semaines à Poitiers, j'ai participé au rassemblement contre l'islamophobie avec des termes assez similaires. Pour vous, la loi 2004 sur le voile, c'est liberticide pour les musulmans ? Puisqu'on en parle, c'est le débat dans ce moment. Je défends l'idée d'une laïcité ouverte, qui est le fait que la laïcité doit garantir l'égalité de tous les citoyens dans l'exercice de leur croyance ou non dans l'espace public, et qu'aujourd'hui, le discours qui est porté pointe quelques citoyens en particulier en rapport avec leur appartenance religieuse, et qu'il s'agit non pas d'un rapport à la laïcité, il s'agit d'un rapport à une stigmatisation d'une population en particulier qui n'a pas lieu d'être dans la sphère publique. Alors Yannick Jadot, concernant ce débat sur le voile, parle de diversion pour ne pas parler de la politique sociale du gouvernement. J'imagine que vous acquiescez. Oui, tout à fait. Je me reconnais dans la dénonciation de la politique sociale du gouvernement qui contribue à entretenir le climat social délétère que j'évoquais juste avant. C'est vraiment une diversion, selon vous, c'est fait pour tout ce débat là autour de l'islam, autour des musulmans, c'est vraiment quelque chose qui est... Je ne dirais pas que c'est fait pour, mais ça pointe le doigt sur des mauvais problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème de climat social en France qui est dangereux. On sait que le climat environnemental se double souvent d'un climat social qui nuit à des liens sociaux apaisés en France. Et je trouve qu'il est dangereux d'entretenir sciemment le débat. Je trouve que l'État, peut-être que ce n'est pas fait à dessein, pour autant le rôle des politiques, le rôle de l'État aujourd'hui devrait être d'apaiser le débat et non pas de l'entretenir avec des débats sur le voile, sur les accompagnatrices scolaires, etc. Et le rôle devrait être ailleurs. Alors le social, en ce qui concerne la grande manifestation annoncée du 5 décembre, est-ce que vous y participerez ? Et si oui, pourquoi ? Je m'y associerai en effet, puisqu'aujourd'hui je pense que on ne peut pas dissocier, selon la formule consacrée, on ne peut pas dissocier la fin du monde et la fin du mois, et que l'ensemble des contestations sociales qui existent aujourd'hui montrent que la justice sociale et la justice écologique sont intimement liées, et ça se manifeste par des exemples très concrets au quotidien. Lorsqu'on demande lorsqu'on demande aujourd'hui que l'ensemble des moyens publics soient allés au développement de mobilité collective, par exemple, ça répond à une problématique de dépendance à la voiture, ça répond à une problématique de prise en otage d'une certaine partie de la population par l'absence d'alternatives qui sont proposées. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, je m'associerai à cette mobilisation pour rappeler que oui, la justice, la transition écologique doit être menée dans un impératif de justice sociale. Alors, les problématiques de mobilité, certaines personnes ne comprennent pas votre positionnement, en tout cas ne sont pas d'accord. Il y a un an, le mouvement des Gilets jaunes prenait forme, et en réaction, au tout départ, à l'augmentation des prix de l'essence, une augmentation que vous jugez plutôt bénéfique. Comment réconcilier les points de vue alors qu'il y a de part et d'autre une colère commune contre ce gouvernement, contre Emmanuel Macron? C'est vrai qu'à l'origine, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement des écologistes ont des sensibilités politiques différentes, ce qui a pu conduire à au début une incompréhension entre ces deux mouvements. Pour autant, comme je l'ai dit, vraiment, à mon sens, le mouvement des Gilets jaunes est symptomatique du fait qu'on ne peut pas dissocier la justice écologique de la justice sociale. Certes, les Gilets jaunes, ils demandaient à l'origine de leur mouvement, ils dénonçaient l'essence trop chère. Un pouvoir d'achat en baisse, un pouvoir d'achat en berne, l'essence trop chère, etc. etc. Pour autant, aujourd'hui, la transition écologique inclut des injonctions à l'écologie à laquelle il n'est pas facile de répondre pour tout le monde. Il est encore moins facile d'y répondre pour les habitants des zones périurbaines, pour les habitants des zones rurales, pour lesquels il n'existe aucune alternative en matière de transport. Ils sont obligés de prendre leur voiture. Et donc vous comprenez qu'ils se sentent stigmatisés par les discours d'Europe Écologie Les Verts, par exemple? Non, je pense qu'ils n'ont pas à se sentir ciblés. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient contre l'écologie. Je pense qu'ils sont contre l'injustice sociale avec laquelle sont conduites les mesures présentées sous couvert d'écologie. Je suis désolée, quand on choisit de ne pas taxer le transport aérien, qui est le transport qui est le plus socialement inégalitaire, puisqu'il bénéficie aux plus riches, et que par ailleurs on explique qu'on n'a pas assez d'argent pour développer les transports collectifs, pour mettre de l'argent dans les transports scolaires, pour les transports collectifs qu'il faut par exemple les faire gratuits, dans des agglomérations comme Poitiers par exemple. L'objectif, c'est que les transports collectifs propres soient accessibles à tous. Si la gratuité est jugée comme le levier le plus pertinent pour que plus de personnes empruntent les transports collectifs, ça peut être une solution envisagée. Vous avez un point de vue personnel par rapport à cela? Personnellement, je pense que vraiment l'objectif, c'est que plus de gens prennent le bus, et je ne suis pas persuadée que la gratuité soit la première des solutions envisagées. Il faut d'abord envisager une tarification sociale plus avancée, la gratuité sur certains tronçons, sur certains horaires, mais je pense, de ce que j'entends aujourd'hui, notamment à l'échelle d'une ville comme Poitiers, ce qui empêche les gens de prendre le bus, c'est le manque de fiabilité des bus, le manque de fréquence, le manque de bus pendant les vacances scolaires et le soir. Et je pense qu'il faut mettre l'argent public prioritairement sur ces mesures-là. Alors la critique de la croissance est de plus en plus partagée, mais on a l'impression que ça concerne davantage les jeunes générations. On le voit par exemple avec l'émergence des mouvements comme Extinction Rébellion. Est-ce que déjà vous partagez cette impression que ce sont davantage les jeunes générations qui se motivent par rapport au changement climatique par exemple que les anciennes générations? Et si oui, comment est-ce que vous l'expliquez? Non, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que la prise de conscience écologique, elle est réelle dans l'ensemble, dans toutes les générations. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les manifestations pour le climat, notamment Youth for Climate, auxquelles j'ai participé pour le coup à de nombreuses reprises, ont entraîné un déclic chez des générations plus âgées qui pensent à leurs enfants, qui pensent à leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, on a une prise de conscience globale qui certes se manifeste de manière beaucoup plus prégnante chez les jeunes, puisque dans ma génération, on parle vraiment de notre avenir. Extinction Rébellion, c'est un mode de manifestation qui vous convient? Extinction Rébellion, c'est un mode de manifestation qui est légitime, qui ne doit pas se supplanter à la politique, qui ne doit pas se supplanter à une action associative plus conventionnelle, on va dire, mais qui, pour autant, l'urgence écologique, aujourd'hui, justifie les alertes, y compris de manière forte, qui sont portées par le mouvement Extinction Rébellion. Oui. Alors, le retrait unilatéral des États-Unis cette semaine de l'accord environnemental de Paris a été acté. Donald Trump parle de fardeau injuste imposé aux contribuables américains, ce qui relance le débat de savoir si l'écologie politique doit être punitive pour être efficace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce terme d'écologie punitive ne me convient vraiment pas, parce que selon moi, il faut changer de regard sur la violence. La violence, aujourd'hui, elle n'est pas du côté de l'écologie, elle est du côté de l'inaction. Lorsqu'on ne fait rien contre les pesticides, par exemple, qui entraînent des maladies de Parkinson chez les agriculteurs, qui entraînent des perturbations de fertilité, qui entraînent des cancers, parce qu'on ne fait rien contre, la violence, elle est du côté de l'inaction, elle n'est pas du côté de nous, les écologistes, qui souhaitons promouvoir un environnement plus sain, une nourriture plus saine, un cadre professionnel plus sain, y compris pour les agriculteurs. Et donc, non, la violence aujourd'hui, elle est du côté de Donald Trump, qui ne fait rien pour agir contre le climat, elle n'est pas du côté des écologistes. Ça veut dire que les gens qui disent que les taxations supplémentaires pour pouvoir appliquer une politique écologique, ils ne réfléchissent pas assez quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est quoi? Quel est le point de vue de l'écologiste que vous êtes par rapport à ça?
les taxations ne sont pas, selon moi, un problème en soi. Le problème, c'est qu'on ne voit pas où est-ce qu'elles vont et on ne voit pas comment est-ce qu'elles contribuent à vraiment faire avancer la transition écologique. Et donc, il y a un problème d'affectation des taxes écologiques vers des mesures qui soient réellement à l'échelle de tous les citoyens, et notamment, je pense à la rénovation énergétique des bâtiments qui doit être massive, encore une fois, au développement de mobilité propre et collective du quotidien. Là, on nous dit toujours qu'on n'a pas assez d'argent pour ces projets-là. Or, effectivement, on soutient par ailleurs le développement des taxes. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Alors on va parler de l'écologie régionale. Le réchauffement climatique est visible dans le monde entier, mais aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous avez soulevé le problème de la disparition du glacier Ariel dans les Pyrénées. Celui d'Ossou est également proche d'une disparition programmée. On en parle juste après ce reportage. Dans le massif du Vignemale, à cheval sur la frontière franco-espagnole, c'est l'un des sites mythiques des Pyrénées. Le glacier de l'Ossou, ou plutôt ce qu'il en reste. Difficile de distinguer la glace de la roche qui l'entoure. Pour la voir, il faut monter toujours plus haut. En 10 ans, le glacier a reculé de 122 mètres. À son chevet, ces scientifiques ne peuvent qu'assister, impuissants, à sa disparition programmée. On ne voit plus qu'une petite languette du glacier, alors qu'il y a encore 20 ans, il descendait au moins de 100 mètres en dessous. Comme quoi, on y voit la roche, c'est plus clair. Ouais, la roche est plus claire, ça veut dire qu'il a fondu il y a peu de temps. Voici une photo du glacier prise en 1911 et au même endroit, en 2015. D'ici 2040, il n'y aura plus rien. On pensait que dans 50 ans, il disparaîtrait, mais là, le réchauffement depuis le début des années 2000 s'accentue fortement et donc la fonte s'accentue aussi. Voilà. Le glacier de l'Ossou n'est pas un cas isolé, c'est toute la chaîne pyrénéenne qui fond à vue d'œil. Sous l'effet de la hausse des températures, plus d'1 degré depuis un siècle, les glaciers pyrénéens ont perdu 85% de leur superficie. Les neiges hivernales ne permettent plus à la glace en dessous de se reconstituer. Les prélèvements effectués cet été sur le glacier de l'Ossou ont montré qu'il avait encore perdu 1,50 m d'épaisseur. Retour de dimanche en politique avec Léonore Monconduit, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts et personnalité montante de l'écologie à Poitiers. Le changement des paysages est-il, 1, inéluctable, 2, aussi grave qu'on le dit ? Oui, malheureusement. Et effectivement, le reportage que vous venez de montrer en témoigne. Et c'est également le sens de l'action que nous avons menée avec le groupe écologiste de la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes allés déposer une plaque sur l'emplacement du dernier glacier de Nouvelle-Aquitaine, le glacier Ariel, qui a définitivement fondu sous nos yeux. Et c'est pour marquer notre responsabilité à l'égard des générations futures et aussi pour attirer l'attention sur le fait que le réchauffement climatique sera encore plus prégnant dans les Pyrénées qu'ailleurs. On anticipe un réchauffement de 7 à 11 degrés dans les Pyrénées, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. Alors, en quoi est-ce si grave, ce changement de paysage dans nos régions ? En fait, on voit qu'en matière d'écologie, le problème est systémique. S'il y a moins de glaciers dans les Pyrénées, on appelle les Pyrénées le réservoir du sud-ouest. S'il y a moins de glaciers dans les Pyrénées, indirectement, ça aura des conséquences sur la disponibilité en eau en plaine, ça aura des conséquences sur l'agriculture et donc sur tous les secteurs économiques concernés. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre que on ne peut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, qu'en matière d'écologie, les problèmes sont globaux et que les réactions en chaîne, malheureusement, risquent de s'enchaîner. Octobre 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Doit-on seulement le regretter ou faut-il avant tout anticiper ? Aujourd'hui, nous, les politiques que nous soutenons, elles vont dans 2 directions. D'une part, continuer à lutter contre le changement climatique, et aussi contre l'érosion de la biodiversité qui risque de nous menacer bien plus tôt que le changement climatique, mais donc de lutter contre le changement climatique, puisque ce n'est pas du tout la même chose, un réchauffement à 2 degrés plutôt qu'à 7 degrés. Donc toujours limiter le changement climatique autant que possible, mais tout en acceptant le fait que nos sociétés vont changer et qu'il faut aujourd'hui s'y adapter. C'est notre rôle de politique de construire la résilience de nos sociétés en permettant à tous les acteurs, à tous les citoyens d'anticiper ce qui va se passer, puisqu'on sait ce qui va se passer, et de s'y adapter à toutes les échelles. Alors, il n'y a pas si longtemps, la maltraitance animale était une donnée totalement absente du débat politique. La décision de la municipalité de New York d'interdire cette semaine toute importation, vente et consommation de foie gras va-t-elle dans le bon sens au pays du poulet aux hormones et de cultures transgéniques que sont les États-Unis ? Oui, elle va dans le bon sens. Nous soutenons le terme de bientraitance animale, c'est-à-dire qu'on ne remet pas fondamentalement en question l'élevage en tant que tel, notamment parce que l'élevage, il faut le prendre
il rend des services, y compris au paysage dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut prendre ça dans un système global. C'est un, Alors, comment comment dire, vous faites pour faire du foie gras sans gaver les oies? ah non, mais je dis qu'il ne faut... Souvent, quand on parle Ou les canards. quand on parle de bientraitance animale, on a tendance à mettre dans le même panier tous les éleveurs, toute l'agriculture. Or, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir un discours un peu plus nuancé. Lorsqu'il y a maltraitance animale, on est d'accord, c'est des productions qu'il faut arrêter, dont on peut se passer. Le foie gras, ce n'est que mon avis personnel, mais on peut s'en passer. En revanche, voilà, entretenir un débat qui pointe directement l'ensemble de l'agriculture qui est liée à l'élevage, à mon sens, c'est se tromper de direction et c'est avoir un discours trop simpliste. Mais est-ce qu'on peut mettre dans le même panier justement les producteurs de foie gras et je sais pas moi les corridas au niveau de la maltraitance animale? Est-ce que c'est dans les mêmes? Est-ce que c'est pareil? Pris sous l'angle de la bientraitance animale, en effet, il faut refuser la corrida tout autant que le gavage des canards en matière de foie gras. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la souffrance animale n'est pas un spectacle et que ni en matière de corrida, ni en matière de montreur d'ours, par exemple, qui est un cas qui risque de se produire dans la région, c'est à refuser très clairement. Et donc en Nouvelle-Aquitaine et dans la Vienne particulièrement, il y a pas mal d'éleveurs de foie gras. Vous leur dites quoi, ces gens-là? Je leur dis que, compte tenu des débats actuels qui animent la société, notamment le fait que la société demande plus de bientraitance animale, on va les aider à réorienter leur production par des aides à l'évolution. Enfin, je veux dire, c'est pas à nous non plus de dire ce serait mal pris si nous disions aux acteurs exactement quelle doit être la solution qu'ils doivent trouver face à ces nouvelles attentes sociétales. Nous, on doit les accompagner dans la réorientation qu'ils ont choisie par rapport à ces attentes sociétales nouvelles. C'est vrai en matière d'éleveurs dans la Vienne, mais c'est vrai de manière générale pour la transition de l'agriculture. On ne peut pas imposer, il faut faire avec. Et Vous ne craignez pas dans ce cas-là une sorte d'uniformisation des cultures, de la culture mondiale finalement, et qu'il y ait plus ces cultures propres à certaines zones de la planète où voilà, il y a des traditions culinaires qui font que voilà, c'est différent ici et ailleurs, qu'on ne va pas tout aplanir sur le même modèle? Est-ce que ça, vous l'entendez? Au contraire, nous, on soutient, le logiciel écologiste soutient une relocalisation de l'économie et une relocalisation des productions alimentaires avec toute la dynamique autour des circuits de proximité. Et au contraire, ça va vers le retour des espèces locales, ça va vers le retour de la saisonnalité des produits et donc le retour des habitudes culturelles et culinaires qui y sont liées. Donc au contraire, ça va vers une respécialisation des terroirs et des spécialités qui y sont liées. Un mot sur le bio. Nous sommes d'ailleurs en plein mois de l'agriculture bio. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 1500 producteurs sont en bio. Il existe 680 distributeurs bio dans la région. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine favorise ce mode d'agriculture? Et si oui, de quelle manière, s'il vous plaît? Oui, en effet, la dynamique liée à l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine est une politique, et la résultante d'une politique dont on peut être particulièrement fier. On ne s'était pas gagné au début du mandat. La surface agricole bio en Nouvelle-Aquitaine était à peu près de 4,5% lorsqu'on a été élu. Notre objectif, c'était de doubler. Et en effet, à la fin du mandat, on arrivera à 10% de surface agricole en bio en Nouvelle-Aquitaine. On est à 7 à peu près, c'est ça, hein. Aujourd'hui, on en est à peu près à 7. Et petite fierté locale, quand même, le département de la Vienne est celui qui tire le plus haut la dynamique, puisque c'est le département avec la dynamique la plus forte en termes de conversion en Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que la politique environnementale d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, elle est satisfaisante? Tout à fait. Cette dynamique de l'agriculture biologique, elle est liée notamment à la mise en place d'un pacte ambition pour l'agriculture biologique qui a été proposé par un élu écologiste, Jérôme Morvin, qui est délégué régional à l'agriculture biologique. Mais là, je dois reconnaître qu'en effet, il y a une unanimité régionale sur la nécessité de soutenir l'agriculture biologique, ce qui nous a permis notamment de garantir que tous les agriculteurs de la Nouvelle-Aquitaine bénéficient d'aides à la conversion, mais aussi au maintien, jusqu'à la fin de la mandature, y compris dans l'année 2020, qui est une année charnière entre les deux PAC. Et là, nous compensons en partie le désengagement de l'État, mais donc clairement, la région s'engage grâce notamment à la gestion qu'elle peut faire des fonds européens. Donc ça veut dire, ça signifie qu'avec Alain Rousset, ça se passe plutôt bien. Vous avez pourtant déclaré il n'y a pas si longtemps, tout n'est pas parfait. C'était à propos de la session plénière dédiée au climat qui s'est déroulée en juillet dernier. C'est pas parfait, mais c'est une première marche. À la rentrée, on ira dans le dur pour passer des idées à la réalité. Avez-vous ajouté 4 mois plus tard, quelle est la situation ? Alors, j'ai dit que nous étions fiers de la politique menée en termes de soutien à l'agriculture biologique, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs nous sommes totalement satisfaits de tout ce qui se fait. Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui va bien? Depuis le début, voilà, il y a Voilà. des exemples, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ça va bien, et notamment lorsque la citation que vous évoquez, ça faisait référence à la feuille de route Néoterra que nous avons votée en juillet dernier, c'est-à-dire une feuille de route pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine, qui est l'une des politiques les plus volontaristes de France en matière de politique régionale. Grâce à vous ou grâce à Alain Rousset ? Ça témoigne clairement, c'est Alain Rousset et l'ensemble de la majorité
qu'il a mis en place. Nous agissons ensemble, mais ça témoigne très clairement de l'influence des écologistes au sein de la majorité depuis le début de la mandature. Et lorsque je disais que nous allons devoir attendre du concret, c'est que cette feuille de route que nous avons votée en juillet, c'est une feuille qui comprend 10 grandes priorités avec énormément d'intentions à l'échelle 2030. Et nous, ce que nous demandons, c'est que ces intentions se traduisent en budget dès le budget 2020, puisque l'urgence écologique, elle est là, et qu'il faut envoyer des signaux très clairs dès cette année sur la manière dont on va réorienter nos politiques régionales en fonction de ces ambitions qui sont, encore une fois, louables. On a réussi à obtenir l'engagement de sortie des pesticides pour 2030. Par exemple, la région s'engage pour que ces aides régionales contribuent à la sortie des pesticides en 2030. C'est un objectif très clair et maintenant, il faut se donner les moyens de l'atteindre. La région va aussi inaugurer dans pas longtemps à Châtellerault une centrale photovoltaïque. C'est aussi une influence des Verts dans la majorité d'Alain Rousset. La centrale photovoltaïque à laquelle vous faites référence, c'est symptomatique du fait qu'il y a encore 2 logiciels qui ne sont pas tout à fait sur exactement la même longueur d'onde, puisque le logiciel qui consiste à tout massifier ne s'applique pas toujours bien à la transition écologique, qui est plutôt faite d'une politique à l'échelle des territoires, et que faire des centrales photovoltaïques géantes qui souvent artificialisent des sols, c'est pas la solution, puisque par ailleurs on a peut mieux faire sur certains aspects, mais il nous reste du travail à faire et on y contribue. Allez, un mot sur les municipales de 2020. Impossible de définir une seule stratégie de la part des Verts concernant les alliances. Dans certaines villes, vous partez seul face à des maires socialistes. Dans d'autres, vous faites liste commune avec les socialistes comme Grenoble, Besançon et peut-être Bordeaux. Elle est où la cohérence dans tout ça ? La cohérence, elle est d'une part dans le fait que nous sommes un parti qui avons un fonctionnement sur le principe de la subsidiarité. C'est chaque échelon local qui détermine quelle est la stratégie la plus pertinente pour faire avancer les enjeux écologiques à l'échelle locale. Donc c'est plutôt sain, ou à mon sens, un parti qui fonctionne de cette manière-là. Et c'est quelque chose que nous avons toujours fait, essayer de rassembler dans la meilleure configuration possible pour faire avancer l'écologie, puisqu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question de posture, il s'agit vraiment de pouvoir être aux manettes pour faire avancer un projet en responsabilité à toutes les échelles de collectivités. Alors votre électorat se trouve globalement dans les grandes agglomérations. Comment faire pour amener les populations, les électeurs des zones rurales et périurbaines vers vous ? Ces fameux électeurs qui forment les mouvements des Gilets jaunes. Il ne s'agit pas de les faire venir vers nous. À mon sens, il s'agit de travailler avec eux. Aujourd'hui, par exemple, à Poitiers, on a une communauté de communes à 40 communes. Il faut arrêter de penser que c'est la ville-centre. Donc, en effet, peut-être la ville où il y a le plus d'électorats écologistes naturellement, ce n'est pas la ville-centre qui va tout décider pour les 40 communes. Il faut aller convaincre chacune des maires de ces 40 communes qu'aujourd'hui, la meilleure manière de protéger les populations, de leur assurer un avenir responsable, c'est l'écologie. Et il faut prendre notre bâton de pèlerin pour aller convaincre et puis assurer un fonctionnement collectif qui permette d'associer tout le monde à la transition écologique à l'échelle des territoires. Par exemple, le Grand Poitiers fait du centralisme ? Actuellement, oui, la politique de Grand Poitiers, elle est très centralisée, ou en tout cas, il y a une peur des acteurs du fait que l'élargissement conduise à une centralisation encore plus forte. Et c'est un point sur lequel il faut rassurer qu'en tout cas, nous, les écologistes, nous sommes très attentifs à la dimension territoriale de notre action et au respect de chaque échelle de territoire, que ce soit la grande ville comme les communes qui y sont associées. Mais la région elle-même fait du centralisme à Bordeaux. C'est aussi une marque de fabrique des écologistes en région, c'est-à-dire de soutenir le fait que la politique régionale ne doit pas être faite uniquement à Bordeaux, mais elle doit se décliner dans les territoires, que les centres de décision, que les lieux de décision doivent être aussi à l'échelle des territoires. Et à mon sens, c'est aussi dans cette direction-là que doit se réorienter la région Nouvelle-Aquitaine. La présidente du groupe écologiste à la région, Françoise Coutan, se présente comme tête de liste pour les municipales à Angoulême, une personnalité qui incarne depuis plusieurs années l'écologie politique en Charente. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque chez Europe Écologie Les Verts à Poitiers, par exemple, une personnalité bien identifiable? Alors, tout d'abord, je souhaite bonne chance. Vous savez comment fonctionne le système, il faut quand même une tête de liste. Oui, et pour ça, il faut que les gens la connaissent. Tout d'abord, je souhaite bonne chance à Françoise Coutan à Angoulême. Je pense qu'elle est vraiment effectivement la bonne personne pour incarner le rassemblement qui va gagner la ville d'Angoulême. À Poitiers, nous avons fait un pari différent. Un pari qui est inédit. Ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons avec un projet qui s'appelle Poitiers Collectif. Alors que je dis nous, c'est le parti écologiste auquel j'appartiens qui soutient cette démarche, mais qui n'en est pas du tout le seul porteur, loin de là. C'est une démarche citoyenne qui vise à faire de Poitiers une ville plus écologique, mais aussi plus démocratique et plus sociale, en se fondant sur un renouvellement profond des pratiques démocratiques. Un renouvellement qui met le projet avant les têtes, et puis les têtes, donc l'équipe avant une personne, comme vous dites, une personne qui incarne. Maintenant, en ce moment, on est au stade des têtes.
Alors, nous avons, l'an dernier, pendant 1 an, il y a 15 groupes de travail totalement ouverts sur la ville qui ont construit le programme. C'est assez inédit avec cette ampleur-là. Et puis, en effet, la semaine dernière, nous avons fait une réunion publique ouverte à tous qui a permis de faire émerger 20 candidats, 20 premières personnes à qui il est proposé d'être candidat. Et c'est ces 20 personnes qui choisiront, selon le principe d'une élection sans candidat mardi prochain, qui sera la tête de liste qui conduira la liste de Poitiers Collectif. Et encore une fois, c'est un processus qui est totalement ouvert à tous, transparent, puisqu'il s'est diffusé en live sur Internet. Et vraiment, nous, le pari qu'on fait, c'est justement qu'on peut faire de la politique autrement. Et c'est la manière, selon nous, de redonner confiance en la politique aux citoyens, ce qui est une urgence aujourd'hui. Vous serez en concurrence avec une autre liste écologiste, mais plus à gauche, emmenée par Christiane Freys, votre ancienne patronne à Europe Écologie Les Verts, Christiane Freys, qui mène la liste aux Poitiers, une liste où l'on retrouve d'anciens adhérents d'Europe Écologie Les Verts, une division qui fait, vous imaginez bien, le bonheur de vos adversaires politiques. Qu'est-ce qui vous sépare ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous, comme je l'ai dit, le mouvement Poitiers Collectif se fonde sur un renouvellement des pratiques démocratiques et nous ne souhaitions pas partir de zéro, nous ne souhaitions pas nous présenter ni contre Alain Claes, ni contre Christiane Freys. D'ailleurs, Osons Poitiers est le premier mouvement avec qui nous avons souhaité travailler pour construire un nouveau projet. Mais il y aura pour remettre... de listes différentes écologistes. L'histoire n'est pas finie. Ah, vous êtes en train de dire que vous pouvez peut-être faire une liste commune avec Christiane Freys avant le premier tour des municipales à Poitiers ? On essaye de sortir des stratégies d'alliance et on essaye de renouveler les pratiques à l'échelle de Poitiers. Donc, nous positionner directement en termes d'alliance, ce que je réaffirme, c'est que comme depuis le début, nous sommes ouverts à travailler avec tous ceux qui souhaitent le rassemblement autour de l'écologie à Poitiers. Il reste 20 secondes. La division, c'est quand même la grande faiblesse des écologistes en politique. Est-ce que Yannick Jadot est la personnalité qui peut vraiment rassembler la famille écologiste aujourd'hui ? En tout cas, les résultats d'Yannick Jadot à l'élection européenne ont montré que l'écologie était capable de rassembler, portée par tel ou tel, mais c'est autour de l'écologie qu'aujourd'hui doit se construire le rassemblement de la gauche et de celles et ceux qui se reconnaissent, notamment dans les valeurs humanistes également. C'est la fin de cette émission. Merci Léonard Monconduit d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous le savez, il vous suffit d'aller sur notre site internet ou bien d'aller visiter les réseaux sociaux. La semaine prochaine, c'est Laïd Beritane que vous retrouverez pour une émission consacrée aux élus locaux pour leur place au journal régional. Excellent dimanche à toutes et à tous.